La nounou a osé dire, « Monsieur, votre fils n'est pas autiste, il a juste besoin d'amour », sans imaginer ce que ferait le millionnaire. « Monsieur, votre fils n'est pas autiste, il a juste besoin d'amour », dit fermement Carmen, soutenant le regard de l'homme imposant devant elle. Le visage de Matteo Herrera était transformé. Ses yeux normalement glacés brûlaient d'une fureur contenue tandis que la montre chère à son poignet égrenait chaque seconde du silence tendu. « Comment oses-tu » répondit-il finalement, sa voix contrôlée mais menaçante. 3 douzaines de spécialistes contredisent cet avis. Vous êtes viré. Faites vos bagages et quittez ma maison immédiatement. La jeune nounou se sentait essoufflée. Elle avait désespérément besoin de ce travail, mais elle ne pouvait pas rester silencieuse en regardant comment il traitait le petit Lucas. Le thérapeute, qui avait provoqué la colère de l'enfant, les observait avec une expression satisfaite de l'autre côté de la pièce, tandis que l'enfant de 4 ans continuait à jouer dans un coin. Carmen se pencha pour ramasser les jouets éparpillés sur le sol, essayant de contrôler les tremblements de ses mains. Elle venait de perdre son emploi pour avoir trop parlé, et avec lui la possibilité d'envoyer de l'argent à sa grand-mère et à sa sœur Daniela à Oaxaca, mais quelque chose en elle refusait de se repentir. « Comme vous le dites, monsieur Herrera », répondit Carmen avec dignité. C'est à ce moment-là que l'impensable s'est produit. Lucas, qui n'avait apparemment pas prononcé plus de quelques mots depuis des mois, s'est levé de son coin et a couru vers son père, s'accrochant à ses jambes. « Papa, ne laisse pas Carmen partir », dit le garçon avec une clarté parfaite, surprenant tout le monde dans la pièce. La thérapeute a laissé tomber son comprimé. Matteo regarda son fils comme s'il le voyait pour la première fois, et Carmen, les larmes retenues, comprit qu'elle venait d'assister à un miracle. 2 semaines plus tôt, Carmen Fuentes était arrivée à l'imposante demeure des Herrera à Loma Alta, le cœur battant. Ses chaussures usées contrastaient avec le marbre immaculé du hall d'entrée, et sa robe simple semblait déplacée parmi tant de luxe. Doña Pilar, la gouvernante, l'avait accueillie avec un regard appréciateur qui la faisait se sentir petite. « Monsieur Herrera a besoin d'une nounou qualifiée », lui avait-il dit en examinant son CV. « Votre fils a besoin d'une attention particulière. »« J'ai de l'expérience avec les enfants ayant des besoins spéciaux », a répondu Carmen, « en plus de mon diplôme en éducation de la petite enfance. » « HM, murmura Doña Pilar, peu impressionnée. Le petit Lucas a 4 ans et a été diagnostiqué autiste l'année dernière. Sa mère est décédée en couche, et monsieur Herrera est très attentif aux soins qu'il prodigue. Pendant qu'ils attendaient le propriétaire de la maison, Carmen vit à travers la fenêtre un petit garçon assis seul dans le jardin, alignant méticuleusement quelques petites voitures, tandis qu'une femme en blouse blanche prenait des notes sans interagir avec lui. « C'est Lucas ?» Carmen a demandé. « Oui. Il suit une thérapie, il ne faut pas l'interrompre. » Quelque chose dans la solitude du garçon lui brisait le cœur. Elle reconnut en lui le même regard perdu qu'elle avait après avoir perdu ses parents. La porte s'ouvrit et entra Matteo Herrera, un homme grand et beau qui rayonnait d'autorité. Cependant, ses yeux montraient un vide que Carmen reconnut instantanément, le regard de quelqu'un qui a cessé de ressentir. « Monsieur Herrera, voici Carmen Fuentes, la candidate au poste de nounou », présenta Doña Pilar. Matteo la regarda à peine. « Avez-vous de l'expérience avec les enfants autistes ?»« Oui, j'ai travaillé dans un centre. »« Peux-tu commencer aujourd'hui ? La nounou précédente est partie sans prévenir et j'ai une réunion importante. » Carmen cligna des yeux, surprise par cette brusquerie. « Oui bien sûr. » D'accord, Doña Pilar va vous expliquer les règles. La principale est de suivre à la lettre les instructions des thérapeutes et de ne pas perturber les habitudes de Lucas. Et s'il vous plaît, ne me dérangez pas pendant que je travaille. Sans plus tarder, il partit. Carmen regarda Doña Pilar, qui soupira simplement. Tu t'y habitueras. Depuis la mort de Madame Sofia, le Seigneur est comme ça. Viens, je vais te montrer ta chambre et l'emploi du temps de Lucas. Le même après-midi, Carmen rencontre officiellement Lucas. Le garçon ne l'a pas regardé dans les yeux et n'a pas répondu lorsqu'elle s'est présentée.
Il a simplement continué à jouer avec ses voitures, en les classant par couleur. Dans sa chambre, Carmen a trouvé un épais dossier contenant les antécédents médicaux du garçon, ses routines strictes et ses médicaments. Il a été surpris de voir autant de diagnostics et de traitements pour un si jeune enfant. Au cours des jours suivants, il a vu les spécialistes traiter Lucas comme une étude de cas. Personne ne l'a serré dans ses bras, personne n'a vraiment joué avec lui, personne ne lui a chanté de chansons. Une nuit, en explorant le manoir silencieux, Carmen trouva un portrait de Sofia Herrera. C'était une belle femme avec des yeux doux, le genre d'yeux dont Lucas avait hérité, mais que personne ne semblait remarquer sous tant d'étiquettes médicales. Petit à petit, lorsqu'ils étaient seuls, Carmen commença à introduire de petits changements. Elle lui chantait des chansons d'Oaxaca tout en l'aidant à se baigner. Il lui racontait des histoires pendant les repas. Elle l'a serré dans ses bras alors qu'il semblait en détresse au lieu d'appliquer les techniques de contention recommandées. Et Lucas a répondu avec de petits sourires, des regards fugaces et moins de crises de colère, jusqu'à cette séance de thérapie fatidique où tout a changé. Le thérapeute a fait pression sur Lucas pour qu'il effectue un exercice, ignorant ses signes de détresse. Lorsque l'enfant a finalement fondu en larmes, le spécialiste a regardé Carmen. Allez chercher Monsieur Herrera. Nous devons lui montrer ses comportements perturbateurs. Et c'est alors que Carmen, voyant le désespoir du petit garçon, ne put plus se contenir. Juste au moment où Matteo franchissait la porte, elle prononça ces mots qui ont tout changé. « Monsieur, votre fils n'est pas autiste, il a juste besoin d'amour. » Maintenant, avec Lucas accroché aux jambes de son père, suppliant Carmen de rester, le sort des trois dépendait de la décision d'un homme qui avait oublié comment ressentir. Matteo regarda son fils comme si c'était la première fois qu'il l'entendait parler. Pendant un instant, le puissant homme d'affaires parut vulnérable, presque effrayé. « Lucas » murmura-t-il en s'accroupissant maladroitement pour se mettre au niveau des yeux du petit garçon. « Qu'est-ce que vous avez dit ? » « Je veux que Carmen reste » répéta le garçon en essuyant ses larmes avec le revers de sa chemise. « Elle fait fuir les monstres. » Le thérapeute est intervenu rapidement. « Monsieur Herrera, ce n'est qu'une réaction émotionnelle. Mademoiselle Fuentes a perturbé les habitudes. » Et silence, ordonna Matteo sans quitter son fils des yeux. Lucas n'a pas dit une phrase complète en. Sa voix se brisa légèrement. Combien de temps ? Carmen répondit doucement. D'après les rapports que j'ai examinés, cela fait plus d'1 an, monsieur. Matteo s'assit lentement, lissant son costume impeccable. Son visage avait retrouvé son calme habituel, mais quelque chose avait changé dans son regard. Tu peux rester pour l'instant, dit-il finalement en se tournant vers Carmen. Mais vous suivrez toutes les instructions médicales à la lettre, et je veux des caméras dans la chambre de Lucas. Je surveillerai chacun de ses mouvements. Quoi que tu dises, répondit Carmen, réprimant un petit sourire de soulagement. Et toi, dit Matteo en se tournant vers le thérapeute. Je veux un rapport complet sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Demain matin à la 1re heure. Sans rien dire d'autre, il quitta la pièce. Carmen laissa échapper le souffle qu'elle retenait et s'agenouilla à côté de Lucas. Merci de m'avoir défendu, championne, murmura-t-elle. Tu es très courageux. Lucas ne répondit pas, mais pour la première fois il la regarda droit dans les yeux avant de retourner à leur poussette. Cette nuit-là, alors qu'elle mettait Lucas au lit, Carmen remarqua la petite lumière rouge d'une caméra de sécurité nouvellement installée. Loin d'être intimidé, il a discrètement fait signe à la caméra et a continué à emmailloter l'enfant comme si rien n'avait changé. Tu sais, Lucas ? Ma grand-mère dit que les étoiles sont des fenêtres par lesquelles ceux qui nous aiment de loin nous regardent, commenta-t-elle en fermant les rideaux. Ta mère a sûrement la plus grande fenêtre du paradis pour te voir. Depuis son bureau, Matteo regardait l'écran du moniteur en fronçant les sourcils, déconcerté par la désinvolture avec laquelle la femme traitait son fils. Pas de drogue, pas de protocole compliqué, juste de l'amour. Le mot lui semblait étrange, presque oublié. Pendant les jours qui suivirent, Carmen marcha sur une corde raide.
Il a suivi les instructions médicales lorsqu'il était sous surveillance, mais a apporté des modifications mineures. Dès que je le pouvais, un nouveau jeu, une chanson, un câlin inattendu. Un après-midi, alors qu'il rangeait le placard de Lucas, il trouva une boîte de jouets musicaux intacts. Parmi eux se trouvait une petite flûte. Lorsqu'il l'a sortie, le garçon a immédiatement montré un intérêt. « Tu aimes la musique, Lucas ?» demanda-t-elle avec surprise. Le garçon hocha légèrement la tête. Carmen lui offrit la flûte et, à sa grande surprise, Lucas commença à souffler, produisant des notes fausses mais enthousiastes. « Tu joues tellement bien », l'encouragea-t-il. « Moi aussi, je jouais quand j'étais petit. Mon grand-père avait une guitare. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent à la mention de l'instrument. Carmen prit une note mentale. Le lendemain, après son travail, il courut dans son petit appartement et dépoussiéra la vieille guitare de son grand-père. Ce n'était pas grand-chose, mais ça sonnait quand même bien. Il l'a emmenée cacher le lendemain. Quand elle l'a montré à Lucas après le goûter, le garçon semblait fasciné. Ses petits doigts touchaient les cordes avec révérence. « Tu veux que je t'apprenne une chanson ?» Carmen proposa. Pour la première fois, Lucas hocha la tête avec enthousiasme. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Doña Elena, la mère de Matteo, les observait depuis la porte entr'ouverte avec une expression sévère. L'élégante femme de 60 ans revenait de son voyage en Europe et n'approuvait pas les nouvelles méthodes de la nounou. « Qu'est-ce que cela signifie ?» interrompit-il en entrant dans la pièce. Les instruments ne font pas partie du programme thérapeutique de Lucas. Carmen se leva rapidement. « Madame Elena, bon après-midi. Nous étions juste. »« Je connais parfaitement les traitements de mon petit-fils, » interrompit la femme. « Qui a autorisé cela ?»« Je l'ai fait, » répondit une voix dans le couloir. Matteo apparut sur le seuil. Il observait la scène depuis plusieurs minutes à travers les caméras. « Mon fils, cette femme perturbe tout progrès. »« Des progrès ?» interrompit Matteo avec un calme inhabituel. « Encore des progrès après un an de silence. Carmen a ma permission d'essayer des approches alternatives. » Doña Elena le regarda avec stupeur, tandis que Carmen contenait sa surprise. C'était la première fois que Matteo la défendait. « Comme tu veux, » répondit finalement la femme, « mais je surveillerai. » Les Herrera ne sont pas des cobayes pour des expériences menées par des personnes sans qualification. Lorsque Doña Elena est partie, l'atmosphère était pleine de tension. Matteo regarda la guitare puis son fils, qui la tenait de manière protectrice. « Tu joues de la guitare ?» demanda-t-il à Carmen avec une véritable curiosité. « Un peu. Mon grand-père me l'a appris, » répondit-elle, surprise par son intérêt. Lucas semble avoir une inclination naturelle pour la musique. Matteo hocha la tête pensivement. « Vas-y alors. » Cette nuit-là, une forte tempête s'est abattue sur la ville. Des éclairs illuminaient le ciel et le tonnerre grondait sur les murs. Carmen finissait de parcourir quelques livres lorsqu'elle entendit un cri terrifié provenant de la chambre de Lucas. Elle courut à ses côtés et le trouva tremblant sous les draps. « Et, calme-toi » le réconforta-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « C'est juste de l'eau qui tombe fort. » Lucas la serrait fort dans ses bras. Carmen commença à fredonner doucement, le berçant comme elle le ferait avec un enfant plus petit. Peu à peu, les sanglots du petit garçon diminuèrent. « Et si on faisait du chocolat chaud ? Cela m'aide quand j'ai peur, » a-t-elle suggéré. À sa grande surprise, Lucas lui prit la main et la suivit dans la cuisine. Pendant que Carmen préparait le chocolat, le garçon la regardait, fasciné, mélanger les ingrédients. Ils n'ont pas remarqué la présence de Matteo jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse la gorge depuis la porte. Il portait une robe par-dessus son pyjama et semblait mal à l'aise, comme s'il avait oublié comment se comporter dans sa propre cuisine à minuit. « Lucas a fait un cauchemar », explique Carmen. « Nous préparons du chocolat chaud. Souhaitez-vous nous rejoindre ? » Matteo hésita. Cela faisait des années qu'il n'avait pas partagé de tels moments avec son fils.
Un instant, répondit-il finalement en s'asseyant maladroitement sur l'un des tabourets. Carmen a versé 3 tasses et a ajouté un peu de cannelle au chocolat. À Oaxaca, on dit que le chocolat guérit l'âme, a-t-il commenté d'un ton neutre. N'est-ce pas délicieux, Lucas? Le garçon hocha la tête, laissant une drôle de moustache chocolat sur sa lèvre. Matteo le regarda et, pour la première fois depuis longtemps, sourit sincèrement. Ce fut un moment bref mais puissant. Nous étions tous les 3 assis dans la cuisine à minuit, buvant du chocolat chaud alors que la tempête faisait rage dehors, une petite famille de fortune. La semaine suivante, après beaucoup d'insistance de la part de Carmen, Matteo a accepté de demander un deuxième avis sur l'état de Lucas. Le nouveau spécialiste a passé des heures à évaluer l'enfant et à revoir ses antécédents. Monsieur Herrera, conclut-il finalement, votre fils ne présente pas un cas typique d'autisme. Ce que je vois, c'est un mutisme sélectif et des problèmes d'attachement, probablement issus du traumatisme d'une perte précoce. Il marqua une pause significative. Le manque de connexion émotionnelle cohérente. Vous dites que, je dis que votre fils a besoin de moins de médicaments et d'interactions humaines plus significatives. Mademoiselle Fuentes semble avoir trouvé instinctivement la bonne approche. Carmen, présente à la réunion à la demande du spécialiste, retint son souffle pendant que Matteo absorbait la nouvelle. Son fils n'était pas autiste. J'étais confronté à un mauvais diagnostic depuis des années. Sur le chemin du retour dans la luxueuse voiture avec chauffeur, un silence tendu régnait. Finalement, Mathieu a parlé. Tu avais raison, admit-il d'une voix à peine audible. À propos de Lucas, à propos de tout. Carmen hocha simplement la tête, comprenant l'énorme effort que ces mots avaient coûté à un homme comme lui. C'est un garçon merveilleux, monsieur Herrera. Il suffit de vraiment le voir. Et pour la première fois, Matteo regarda vraiment son fils assis entre eux, dessinant tranquillement, et se demanda combien de temps il avait perdu enfermé dans son propre chagrin. Le changement est venu progressivement, comme le printemps après un long hiver. Le manoir Herrera, autrefois froid et silencieux, commença à se remplir de petits bruits. Rires d'enfants, musique de guitare, et même une dispute occasionnelle pour savoir qui a caché le dinosaure préféré de Lucas. Un dimanche matin, Carmen est entrée dans la cuisine et a trouvé Matteo en train d'essayer de faire des crêpes. Il y avait de la farine partout et Lucas, assis sur le comptoir, applaudissait avec enthousiasme tandis que son père luttait avec la spatule. « Avez-vous besoin d'aide ?» demanda Carmen en retenant son rire. Matteo la regarda avec un mélange de frustration et d'amusement. « S'il vous plaît, c'est plus compliqué que de conclure un accord avec les Chinois. Laisse-moi te montrer. » Carmen se lava les mains et s'approcha. Le secret est dans le poignet. Elle se tenait à côté de lui, guidant sa main pour retourner parfaitement la crêpe. Ils étaient si proches que je pouvais sentir son eau de colombe chère, et pendant un instant leurs regards se sont croisés. Matteo s'éclaircit soudain la gorge, conscient de la proximité. « C'est comme ça qu'il faut faire », murmura Carmen en s'éloignant rapidement. « Le mien !» s'exclama Lucas en tendant ses petites mains vers l'assiette. C'était le premier repas de famille qu'il partageait assis sur l'îlot de la cuisine au lieu de la salle à manger formelle. Carmen leur a appris à utiliser le miel d'agave, un sirop artificiel, une coutume de son pays natal que Lucas a adopté avec enthousiasme. « Qu'est-il arrivé au thérapeute ?» demanda Carmen quelques jours plus tard, constatant que les visites avaient considérablement diminué. « J'ai réduit tes heures, » répondit Matteo en examinant quelques documents dans son bureau. Le nouveau spécialiste nous a suggéré de nous concentrer sur le jeu et la musicothérapie. Il s'arrêta également comme s'il cherchait les mots justes. J'ai remarqué que Lucas fait plus de progrès avec toi qu'avec eux. Carmen ressentit une vague de fierté. C'était la première fois que Matteo reconnaissait ouvertement la valeur de son travail. Je pourrais t'apprendre quelques techniques, proposa-t-il, pour quand tu es avec lui. Matteo leva les yeux de ses papiers, surpris. Tu penses que je pourrais? Bien sûr. Tu es son père. Personne n'est meilleur que toi. Quelque chose changea dans l'expression de Matteo,
comme s'il comprenait enfin le poids et la bénédiction de ces mots. Tu es son père. Les jours se sont transformés en semaines. Matteo a commencé à rentrer du travail plus tôt. Voyage d'affaires annulé. Il a même installé une petite balançoire dans le jardin pour Lucas. Un après-midi, Carmen les trouva tous les deux sous un arbre. Mathieu lit à haute voix tandis que Luc écoute attentivement, appuyé sur sa poitrine. L'image était si belle qu'il a discrètement sorti son téléphone et a pris une photo. Ce serait votre petit trésor. La nouvelle dynamique n'est pas passée inaperçue auprès de Doña Elena, qui a observé avec une inquiétude croissante la simple nounou d'Oaxaca s'intégrer dans la vie de famille des Herrera. Tu ne penses pas que Lucas s'attache trop à Mademoiselle Fuentes? A-t-il commenté un après-midi en buvant du thé avec son fils. Vous devriez envisager de maintenir une certaine distance professionnelle. Maman, pour la première fois depuis des années, mon fils est heureux, répondit fermement Matteo. Je ne vais pas changer ça. Doña Elena plissa les yeux. Tu es sûr que c'est juste à cause de Lucas? Matteo ne répondit pas, mais la légère rougeur sur ses joues en disait plus que n'importe quel mot. L'anniversaire de Lucas approchait. Elle allait avoir 5 ans et Carmen était déterminée à ce que ce soit une célébration spéciale, pas comme les précédentes qui, selon Doña Pilar, consistaient en de petites réunions formelles avec des cadeaux coûteux mais peu de joie. Une piñata? Matteo a demandé, perplexe, lorsque Carmen a présenté ses idées. Lucas n'a jamais eu une fête comme celle-ci. C'est exactement pour ça que tu dois l'avoir, a-t-elle insisté. Il a besoin d'être un enfant, de jouer avec les autres enfants. Je l'ai remarqué en train d'observer les petits dans le parc quand on passe. Matteo s'est donné à une personne peu sûre d'elle. Carmen s'est occupée de tout. Elle a invité les enfants du quartier, préparé des recettes traditionnelles et convaincu le cuisinier de faire un gâteau très léché au lieu de la tarte française habituelle. Dans les jours précédant la fête, Carmen et Matteo ont travaillé ensemble sur les préparatifs. Elle lui a appris à faire des décorations de confettis, et il l'a surprise en apprenant secrètement des comptines à chanter à Lucas. Le matin de son anniversaire, Lucas s'est réveillé au son d'une sérénade. Matteo, Carmen, Doña Pilar et même quelques employés se sont rassemblés autour de son lit en chantant « Las Mananitas ». Le garçon les regarda tous avec de grands yeux et puis, à la stupéfaction de tous, il rit de pure joie. La fête a été un succès retentissant. Le jardin, décoré de ballons et de banderoles colorées, était rempli de rires d'enfants. Lucas, d'abord timide avec ses invités, se joint bientôt au jeu guidé par Carmen. La chose la plus surprenante a été de voir Matteo participer activement, tenant la piñata, aidant à servir le gâteau, et même jouant à cache-cache alors qu'il pensait que personne ne regardait. Le soir venu, lorsque les invités furent partis, ils jouèrent une musique douce. Lucas, épuisé mais heureux, jouait avec ses nouveaux cadeaux dans un coin. Dansons, proposa soudain Matteo en tendant la main vers Carmen. Elle hésita. Monsieur Herrera. Matteo la corrigea, je pense qu'après avoir sauvé mon fils du système médical et m'avoir appris à faire des piñatas, tu pourras m'appeler par mon nom. Carmen sourit et accepta sa main. Ils commencèrent à bouger lentement au rythme d'une ancienne ballade. C'était la première fois qu'ils étaient si proches physiquement et ils semblaient tous deux aussi nerveux et ravis. Merci, murmura-t-il près de son oreille, d'avoir redonné vie à cette maison. Carmen sentit son cœur s'emballer, elle leva les yeux et rencontra le regard de Matteo, plus chaleureux que jamais. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait l'embrasser. Quelle belle scène! La voix glaciale de Doña Elena a coupé l'instant comme un couteau. Je ne savais pas que les fêtes d'enfants comprenaient des danses romantiques entre le patron et l'employé. Ils se sont séparés brusquement. Matteo serra la mâchoire. Maman, s'il te plaît. Je souligne simplement l'évidence, ma chère, répondit-elle avec une fausse douceur. Au fait, j'ai besoin de te parler en privé. Plus tard dans la nuit, Carmen sortit dans le jardin à la recherche d'un peu de paix. La lune illuminait les arbres et la balançoire se balançait doucement dans la brise. Puis-je vous accompagner? La voix de Matteo la fit sursauter.
bien sûr, répondit-elle en s'écartant sur le banc de pierre. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes à regarder les étoiles. Je ne sais pas comment dire ça, commença-t-il finalement. Je n'ai rien ressenti pour personne depuis si longtemps que j'avais presque oublié à quoi il ressemblait. Carmen retenait son souffle. Matteo, laisse-moi finir, s'il te plaît, demanda-t-il. Depuis la mort de Sofia, je me suis enfermé dans mon travail et mon chagrin. J'ai construit des murs autour de moi et autour de Lucas. Je pensais que c'était pour le mieux, que nous ne souffririons plus, mais tu es arrivé, et tes yeux brillaient au clair de lune. Tu m'as prouvé que j'avais tort, que vivre sans ressentir, ce n'est pas vraiment vivre. Le cœur de Carmen battait si fort qu'elle avait peur qu'il puisse l'entendre. J'ai peur de ce que je commence à ressentir pour toi, avoua Matteo. Carmen prit son courage à deux mains et répondit, moi aussi, j'ai peur. Ça ne peut pas marcher. Nous venons de mondes différents. Je travaille pour toi. Et c'est ça qui t'inquiète? Il l'interrompit. Les différences sociales font partie de la réalité, Matteo, répondit-elle tristement. Ta mère me le rappelle constamment, et elle a raison. Que diraient les gens de ton entourage s'ils savaient que tu t'intéresses à la nounou Oaxacan? Matteo était sur le point de répondre lorsque la voix de Doña Elena résonna dans la maison. Matteo, Carmen, venez immédiatement. Ils trouvèrent la femme élégante dans le bureau, tenant quelques papiers avec une expression triomphante. J'ai enfin découvert qui est vraiment ta nounou bien-aimée, annonça-t-elle. Saviez-vous qu'il a abandonné un enfant à Oaxaca il y a des années? J'en ai la preuve. Le visage de Carmen pâlit. Matteo la regarda confus. De quoi parles-tu? Les larmes aux yeux, Carmen expliqua, elle fait référence à ma sœur Daniela. Quand nos parents sont morts, j'avais 19 ans et elle 8. J'ai trouvé un emploi en ville pour subvenir à ses besoins, mais je l'ai laissé chez ma grand-mère à Oaxaca. Chaque peso que je gagne leur revient. Et pourquoi y aurait-il un rapport d'abandon? Doña Elena insista. Carmen baissa les yeux. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident. J'ai été percuté par une voiture et hospitalisé pendant 3 mois. Je ne pouvais ni envoyer d'argent ni communiquer. Les services sociaux ont enquêté sur notre situation, car Daniela séchait les cours pour travailler et aider ma grand-mère, mais je ne l'ai jamais abandonnée. Je ne l'abandonnerai jamais. Il y eut un silence tendu. Matteo regarda les papiers que tenait sa mère, puis Carmen, et prit finalement une décision. Je te crois, dit-il simplement et déchira les documents en morceaux. Maman, il faut que ça cesse. Carmen n'est pas seulement une excellente nounou, c'est grâce à elle que Lucas et moi redécouvrons ce que signifie être une famille. Et si j'ai des sentiments pour elle, ça me regarde, pas toi. Doña Elena les regarda avec étonnement. Elle n'avait jamais vu son fils lui faire face comme ça. Carmen, les larmes coulant sur ses joues, regardait l'homme qui avait enfin trouvé sa voie, non seulement pour défendre son fils, mais aussi elle. Cette nuit-là, sous le jacaranda du jardin, ils ont partagé leur premier baiser. Un baiser timide, presque juvénile, plein de promesses et de peur. Un baiser dont seule la lune et Lucas étaient témoins, qui regardait en souriant depuis sa fenêtre. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Carmen a demandé pour la 3e fois alors que le SUV de luxe de Matteo descendait la route poussiéreuse en direction de Teotitlan del Val. Absolument sûr, répondit-il avec un sourire nerveux, en ajustant ses lunettes de soleil. Lucas n'arrête pas de parler de sa rencontre avec sa grand-mère et de ses visites dans les montagnes. Sur le siège arrière, Lucas s'émerveillait du paysage d'Oaxaca, les montagnes imposantes, les champs de maïs, les maisons simples avec leurs patios fleuris. C'était un monde complètement différent des rues élégantes de Loma Alta. 2 mois s'étaient écoulés depuis ce premier baiser sous le jacaranda. Leur relation avait progressé lentement entre regards complices et conversations nocturnes lorsque Lucas dormait. Matteo était déterminé à faire les choses correctement cette fois-ci. L'invitation de Carmen à visiter Oaxaca pendant la Guelaguetza avait été spontanée. À sa grande surprise, Matteo a immédiatement accepté.
Lucas a besoin d'en savoir plus sur le Mexique que simplement sur les centres commerciaux et les restaurants branchés, avait-il déclaré. La voiture s'est arrêtée devant une maison simple mais bien entretenue avec des murs bleu ciel et des pots débordants de bougainvilliers. Carmen descendit la première, respirant profondément l'air familier. Carmencita. La voix chaleureuse de Doña Esperanza rompit le silence tandis qu'une femme plus âgée se précipitait dehors, les bras ouverts. Mamie. Carmen courut la serrer dans ses bras. Matteo a aidé Lucas à sortir de la voiture, observant nerveusement la rencontre émotionnelle. Il se sentait étrangement décalé, sans son costume habituel et ses rendez-vous programmés à la minute. Et ce doivent être les célèbres Mathieu et Luc, sourit Doña Esperanza en essuyant une larme. Carmen n'arrête pas de parler de toi pendant ses appels. C'est un plaisir de vous rencontrer, madame, répondit formellement Matteo en lui tendant la main. La vieille femme ignora le geste formel et l'enveloppa dans une forte étreinte. Il n'y a pas de dame ici, mon fils. Je suis Esperanza, ou grand-mère, si tu préfères. Lucas, normalement timide avec les étrangers, s'est approché avec curiosité. Doña Esperanza s'accroupit à sa hauteur. J'ai quelque chose pour toi, dit-il en sortant une petite figurine en bois sculpté, un lebrige pour te protéger. Les yeux du garçon s'illuminèrent lorsqu'il prit l'animal mystique coloré dans ses mains. Merci, s'exclama-t-il, surprenant tout le monde par son enthousiasme. La maison était modeste, 2 chambres, une cuisine salle à manger et une cour arrière remplie de plantes médicinales et d'arbres fruitiers. Matteo, habitué aux espaces spacieux et luxueux, essayait de cacher son malaise. J'ai préparé la chambre de Carmen pour eux, explique Doña Esperanza. Il a ajouté une ligne supplémentaire pour Lucas. Et toi, Matteo? Eh bien, le canapé est assez confortable. Carmen réprima un sourire face à la panique momentanée de Matteo. De toute évidence, dormir sur un canapé n'était pas dans ses plans. C'est parfait, grand-mère. Merci. Cet après-midi-là, pendant que Carmen et sa grand-mère préparaient des tléudas dans la cuisine, Matteo et Lucas exploraient le petit jardin. Lucas avait découvert une famille de lézards et les observait avec fascination. Tu t'adaptes bien? Demanda Doña Esperanza en broyant du piment sur le métate. Mieux que ce à quoi je m'attendais, répondit Carmen en regardant par la fenêtre. Même s'il n'a pas encore goûté ta sauce. Ils ont tous les deux ri. Je ne faisais pas référence à Lucas, précisa la vieille femme avec un regard entendu. Carmen sourit en rougissant légèrement. Matteo est compliqué. Il a un bon cœur, mais des années de douleur l'ont endurci. Il apprend à ressentir à nouveau. Et tu es sûr de ce chemin? Demanda sérieusement sa grand-mère. Les hommes comme lui viennent d'un monde différent, avec des règles différentes. Parfois, je pense que je suis folle, a avoué Carmen, que je cherche les ennuis, mais ensuite je vois la façon dont elle regarde Lucas, la façon dont elle me regarde. Et l'amour n'est jamais facile, ma petite fille, interrompit Doña Esperanza. Mais parfois, les routes les plus difficiles sont celles qui en valent la peine. La première nuit a été révélatrice. Pendant le dîner, en mangeant sous les étoiles sur la terrasse, Matteo écoutait attentivement les histoires de Doña Esperanza sur la région. Lucas s'était endormi tôt, épuisé par l'excitation de la journée. « Et ta famille ?» demanda la vieille femme à Matteo. « Carmen a mentionné votre mère, mais pas grand-chose d'autre. » Matteo prit une gorgée de mescal avant de répondre. « Mon père est mort il y a 10 ans. C'était un homme exigeant. Ma mère vit dans notre maison familiale, même si elle possède un appartement dans le manoir. Elle n'est pas aussi chaleureuse que toi. » Doña Esperanza hocha la tête en signe de compréhension. « Il sait que tu es là. » Je lui ai dit que j'emmenais Lucas en vacances, répondit-il avec un demi-sourire. Je n'ai pas précisé où ni avec qui. Les secrets ont des jambes courtes, mon petit garçon, avertit la vieille femme. Tôt ou tard, vous devrez décider si Carmen est quelqu'un que vous voulez cacher ou montrer. Cette nuit-là, tandis que Carmen dormait à côté de Lucas,
Matteo fixait le plafond depuis le canapé inconfortablement petit. Les paroles de Doña Esperanza résonnèrent dans son esprit. Était-il vraiment prêt à affronter les conséquences d'aimer quelqu'un comme Carmen? Pas pour elle, mais pour le monde qui les entoure. Les jours suivants furent une immersion totale dans la vie oaxaquienne. Ils ont visité le marché local, où Matteo a été impressionné par les talents de négociation de Carmen. Ils se promenèrent dans les ruines de Monte Alban, où Lucas courut librement pour la première fois sans craindre de se salir. La nuit de Huelaguetza était magique. Au milieu des danses traditionnelles, de la musique et des couleurs vibrantes, Matteo regardait Carmen expliquer à Lucas la signification de chaque danse. Vêtue d'un huipil traditionnel brodé à la main, elle n'avait jamais été aussi belle. « Danse avec moi » demanda-t-elle en lui tendant la main. « Je ne sais pas danser ça » protesta-t-il, visiblement mal à l'aise. Personne ne sait jusqu'à ce qu'il essaie. Et ainsi, sous les étoiles d'Oaxaca, le puissant homme d'affaires a appris à suivre le rythme du sonismo, maladroit mais enthousiaste, entouré de gens qui ne connaissaient ni son nom de famille ni son compte en banque. De retour à Mexico, quelque chose avait changé. Lucas parlait sans arrêt des Albriges, des montagnes et de grand-mère Esperanza. Matteo semblait plus détendu, moins préoccupé par le contrôle absolu de chaque situation. Et Carmen a commencé à imaginer un futur où les mondes séparés pourraient devenir un. Une semaine après son retour, Matteo la surprend avec une proposition inattendue. Il y a un gala de charité vendredi. J'aimerais que tu m'accompagnes. Carmen a laissé tomber le livre qu'elle lisait. En tant que ta nounou ou en tant que ma compagne? A-t-il précisé. Mon partenaire. Le cœur de Carmen manqua un battement. C'était un grand pas, une déclaration publique. Matteo, je n'ai rien d'approprié à porter pour un événement comme celui-ci. Et j'y ai déjà pensé, interrompit-il avec un sourire. Est-ce que tu me fais confiance? Le lendemain, un styliste et une couturière sont arrivés au manoir avec plusieurs robes à essayer. Carmen avait l'impression d'être dans un rêve en essayant des créations de créateurs célèbres. Elle a finalement opté pour une élégante robe vert émeraude. Mais, demanda la couturière. Pourriez-vous ajouter un détail? Carmen sortit de son tiroir un petit morceau de tissu brodé qu'elle avait apporté d'Oaxaca. J'aimerais que vous intégriez ce travail de ma région. Le soir du gala, lorsque Carmen descendit l'escalier principal, Matteo la regarda comme s'il voyait une apparition. La robe épousait parfaitement ses courbes et le détail de broderie oaxacan sur le décolleté lui donnait une touche unique et personnelle. Je n'ai pas de mots, murmura-t-il. Lucas, vêtu d'un petit costume, applaudit avec enthousiasme. Carmen ressemble à une princesse. Doña Elena, qui traversait le couloir, s'arrêta net. Son expression allait de la surprise au dégoût. « Tu emmènes la nounou au gala de la Fondation Herrera » demanda-t-il froidement. « Est-ce que je vais prendre Carmen » ? « Oui, répondit fermement Matteo. Et pas en tant que mère employée, mais en tant qu'invité personnel. Le gala était éblouissant, lumière, champagne, bijoux scintillants et conversation mesurée. Carmen ne s'était jamais sentie aussi surveillée. Chacun de ses mouvements semblait être évalué par des dizaines d'yeux curieux. La famille Montero Matteo a présenté un couple élégant. De vieux amis de mes parents, Fernando, Isabelle, voici Carmen Fuentes. Enchanté de vous rencontrer, répondit l'homme avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Et que faites-vous, mademoiselle Fuentes? Avant que Carmen puisse répondre, une femme l'interrompit. C'est la nounou du petit Lucas, n'est-ce pas? Ma fille a passé un entretien pour ce poste il y a quelque temps. Il y eut un silence gêné. Carmen sentit ses joues brûler. Carmen est une éducatrice spécialisée en petite enfance, intervient Matteo. Et grâce à elle, mon fils a fait d'énormes progrès. Mais le mal était fait. Tout au long de la nuit, Carmen entendait des murmures en passant. Il est avec elle par pitié. Il cherche sûrement à assurer son avenir. Pauvre Matteo, si vulnérable après ce qui est arrivé à Sofia. Dans la salle de bain,
Alors qu'elle se remaquillait, elle entendit deux femmes discuter, ignorant qu'elle se trouvait dans l'une des cabines. « As-tu vu la nounou d'Oaxaca? Quelle intelligence! D'abord il a gagné l'enfant et maintenant il veut s'emparer de toute la fortune. Ils disent qu'elle n'est même pas une bonne babysitter, qu'elle a dit à Mathéo que le diagnostic d'autisme était faux juste pour gagner sa confiance. » Carmen a quitté la cabine la tête haute. Les femmes se turent brusquement. « Le hall a une meilleure acoustique pour les ragots », a-t-il commenté avec dignité avant de partir. Mais les mots font mal. De retour auprès de Mathéo, elle le trouva en train de discuter avec animation avec une belle femme blonde. « Carmen », s'exclama-t-il en la voyant. « Je voudrais vous présenter Elena Ruiz, directrice de la fondation éducative que nous soutenons. » « Un plaisir », répondit Elena avec un sourire sincère. « Mathéo me parlait de votre approche thérapeutique avec Lucas. J'aimerais que vous visitiez notre centre un jour. » Pour la première fois cette nuit-là, Carmen avait l'impression que quelqu'un la voyait pour ses mérites et non comme une intruse. La soirée s'est aggravée lorsqu'en rentrant à la maison, ils ont trouvé les parents de Sofia qui les attendaient. Donia Elena, avec un sourire triomphant, les avait invités à rester quelques jours, de manière surprenante. « Nous voulions voir notre petit-fils bien-aimé, » explique M. de la Fuente, un homme distingué avec le même air aristocratique que Donia Elena. Le dîner était une torture. Les grands-parents de Lucas ont traité Carmen comme faisant partie du service, s'approchant d'elle uniquement pour lui demander de verser plus d'eau ou pour demander si Lucas avait pris ses vitamines. « Carmen ne fait pas partie du service », a précisé Mathéo avec irritation lorsque sa belle-mère lui a demandé d'apporter plus de pain. « Elle est mon invitée, tout comme toi. »« Oh, excusez-moi. » répondit la femme avec une fausse innocence. « C'est juste que, puisqu'il s'occupe de Lucas, je l'ai supposé. » Cette nuit-là, Carmen et Mathéo ont eu leur première sérieuse dispute. « Je ne peux pas continuer comme ça, Mathéo, » avoua-t-elle dans le jardin, loin des oreilles indiscrètes. « Ton monde ne m'acceptera jamais. Je serai toujours l'employé qui a profité de toi et mon opinion ne compte pas. » Il a répondu blessé. « Ce que Lucas et moi ressentons n'a pas d'importance. » « Bien sûr que c'est important, mais on dirait que tu cherches des excuses pour t'enfuir, » l'interrompit-il. « As-tu peur d'essayer vraiment? J'ai peur qu'un jour tu te réveilles et que tu réalises que tu as fait une erreur, » s'exclama-t-elle les larmes aux yeux, « que tu regrettes d'avoir choisi quelqu'un qui ne fait pas partie de ton entourage. Peut-être que je ne veux pas appartenir à ce cercle. » Moi non plus, répondit-il d'une voix brisée. Ils se sont séparés cette nuit-là sans rien résoudre. Carmen s'est endormie en pleurant en pensant à l'offre qu'elle avait reçue quelques jours auparavant, un poste d'enseignante dans une école communautaire d'Oaxaca. C'était peut-être un signe. Le lendemain matin, alors qu'elle rangeait les vêtements de Lucas, elle remarqua quelque chose d'étrange. Sa petite valise de voyage n'était pas là où elle la gardait habituellement. En fouillant dans le placard, il trouva le garçon caché dans un coin, serrant fermement la valise. « Que fais-tu ici, petit ? » demanda-t-elle avec inquiétude. « Je ne veux pas que tu partes, » dit Lucas. « J'ai caché ta valise pour que tu ne puisses pas faire tes bagages. » Le cœur de Carmen s'est brisé en 1000 morceaux. Elle s'assit par terre à côté de lui et le serra fort dans ses bras. « Lucas, s'il te plaît, ne pars pas, » supplia-t-elle. « L'enfant, » continua-t-il. « Papa est triste quand tu n'es pas là. » Je suis triste. Je ne veux pas que le silence revienne. À ce moment-là, Mathéo est apparu dans l'embrasure de la porte du placard. La douleur dans ses yeux alors qu'il regardait la scène était palpable. Tous trois se regardèrent en silence, conscients d'avoir atteint un point de rupture, continuer ensemble malgré tout ou se séparer pour toujours. Pendant 3 jours, un calme étrange s'est installé sur le manoir Herrera. Carmen et Mathéo maintenaient une cordialité tendue devant Lucas, mais ils échangeaient à peine des mots lorsqu'ils étaient seuls. Les parents de Sofia étaient rentrés à leur résidence à Cuernavaca, et Donia Elena observait la situation avec une patience calculée, comme un prédateur attendant le moment parfait pour attaquer. Un matin, alors que Carmen aidait Lucas dans ses exercices de lecture,
Matteo entra dans la crèche avec une expression déterminée. Lucas, peux-tu accompagner Doña Pilar un instant? Je dois parler de quelque chose d'important avec Carmen. Le garçon les regardait alternativement, inquiet. Tu vas te battre à nouveau? Non, champion, répondit Matteo en s'accroupissant à son niveau. Nous allons arranger les choses, je vous le promets. Quand Lucas est parti, Matteo a fermé la porte et s'est assis en face de Carmen. Je pars en voyage, a-t-il annoncé sans préambule. Le cœur de Carmen manqua un battement. Était-ce la fin? Quand est-ce que tu reviens? Demanda-t-il en essayant de garder son sang-froid. Dans 2 jours. C'est quelque chose que je dois faire pour nous. Il y avait une détermination dans ses yeux que Carmen n'avait jamais vue auparavant. Il n'a plus posé de questions. Prends soin de Lucas, demanda-t-il avant de partir. Et s'il vous plaît, ne prenez aucune décision avant mon retour. Le voyage mystérieux de Matteo a laissé Carmen avec un mélange de curiosité et d'anxiété. Le soir, alors qu'il bordait Lucas, le garçon posa la même question. Papa va apporter un cadeau surprise. Je ne sais pas, chérie, répondit-elle honnêtement. Mais il pense probablement à nous. La 2e nuit, alors qu'elle lisait un livre dans le jardin, Carmen reçut un appel qui allait tout changer. Sa sœur Daniela avait obtenu une bourse complète pour étudier la médecine à l'Université nationale. Tout est payé, Carmen, s'exclama la jeune femme avec enthousiasme. Logement, livres, tout. Je peux être médecin. La nouvelle a fait pleurer de joie Carmen. Pendant des années, il a travaillé dur pour que Daniela puisse étudier, en lui envoyant chaque peso supplémentaire qu'il gagnait. Désormais, sa sœur aurait des opportunités dont elle avait seulement rêvé. Cela signifiait également que Carmen n'avait plus besoin d'argent de manière aussi urgente. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il pouvait prendre des décisions en fonction de son cœur et non de ses besoins financiers. Cette même nuit, Carmen trouva Doña Elena qui l'attendait dans le couloir. « Puis-je te parler un instant ?» demanda la femme élégante, étonnamment cordiale. Carmen la suivit jusqu'au studio. À sa grande surprise, Doña Elena lui offrit un verre de vin. « Je sais que nous n'avons pas eu la meilleure relation, » commença la femme plus âgée, « mais je veux que tu saches que j'apprécie ce que tu as fait pour mon petit-fils. » Carmen prit une petite gorgée, méfiante. Doña Elena n'avait jamais été gentille avec elle sans une arrière-pensée. « Lucas s'est épanoui sous vos soins, » a-t-elle poursuivi. « Et il est évident que mon fils a des sentiments profonds pour toi. » Mais anticipa Carmen, nous savons tous les deux que cette relation sera confrontée à d'énormes obstacles. Non seulement à cause de la différence de classe sociale, mais à cause de tout ce que cela implique. Avez-vous vraiment pensé à l'avenir? Ce que cela signifierait pour vous de devenir Madame Herrera. Attentes, engagements sociaux, responsabilités. Carmen resta silencieuse, réfléchissant aux paroles. Mon fils est impulsif quand il s'agit de ses émotions, a poursuivi Doña Elena. Cela a toujours été le cas, mais tu me sembles être une femme sensée, alors je veux te faire une proposition. De son bureau, il sortit une enveloppe, une offre d'emploi dans l'une des meilleures écoles privées du pays, avec un salaire 3 fois supérieur à celui que vous obtenez ici et des opportunités d'évolution professionnelle. Loin de Mexico, bien sûr. Carmen regarda l'enveloppe sans la toucher. Il me soudoie pour que je reste loin de son fils. Je vous offre une issue digne, corrigea Doña Elena. Une chance pour vous deux de vous souvenir du bon côté des choses et de ne pas finir par vous détester lorsque la réalité vous frappera. Carmen se leva lentement. Merci pour le vin, Doña Elena, et pour votre sollicitude, mais ma relation avec Matteo et Lucas n'est pas à vendre. Il a quitté le studio la tête haute, même s'il tremblait intérieurement. Et si Doña Elena avait raison, et si j'étais égoïste de penser que cela pourrait fonctionner. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Matteo Herrera franchissait le seuil de la Maison Bleue de Teotitlán del Val. Doña Esperanza l'accueillit avec un mélange de surprise et de curiosité. « Matteo, mon garçon, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?»
J'ai besoin de vos conseils, Doña Esperanza, répondit-il avec une humilité inhabituelle et peut-être sa bénédiction. La vieille femme sourit comme si elle s'attendait à cette visite. Entre, fils. Le chocolat aide toujours à mieux réfléchir. Pendant des heures, assis dans la simple cuisine, Matteo a ouvert son cœur à la grand-mère de Carmen. Il lui a parlé de ses peurs, des pressions sociales de sa mère, des souvenirs de Sofia qui le hantaient encore. Quand j'ai rencontré Carmen, a-t-il avoué, je pensais qu'elle ne serait qu'une employée parmi d'autres. Je n'aurais jamais imaginé qu'il m'apprendrait à être père, à redevenir humain. Doña Esperanza préparait du chocolat traditionnel tout en écoutant attentivement. Le véritable amour n'est jamais facile, mon fils, répondit-il finalement en remuant la boisson avec un pilon en bois. Quand j'ai rencontré mon Heriberto, il était le fils du propriétaire de l'hacienda et j'étais un simple tisserand. Tout le monde disait que c'était impossible. Et qu'ont-ils fait? Demanda Matteo, fasciné. Il a renoncé à son héritage, répondit-il simplement. J'ai appris à lire et à écrire pour ne pas l'embarrasser. Nous construisons un pont entre nos mondes, pierre par pierre, jour après jour. Ce n'était pas facile, mais nous avons créé notre propre chemin. Ces mots ont profondément touché Mathieu. J'ai peur que Carmen me quitte, a-t-il avoué, qu'elle pense que cela ne vaut pas la peine de se battre pour tout ça. Doña Esperanza sourit sagement. Ma petite fille est plus forte que tu ne le penses, mais elle a besoin de savoir qu'elle ne sera pas seule dans la bataille, que tu es prêt à construire ce pont avec elle. Ne vous contentez pas d'attendre qu'elle entre dans votre monde. Cette nuit-là, dormant sur le même canapé inconfortable où il avait passé ses vacances en famille, Matteo a pris la décision la plus importante de sa vie. De retour au Mexique, Carmen s'est retrouvée face à un carrefour. J'avais officiellement reçu l'offre de travailler à l'école communautaire d'Oaxaca. Le directeur l'avait appelé personnellement, excité à l'idée de l'avoir dans son équipe. Lucas avait commencé à travailler avec un nouveau psychologue pour enfants, recommandé par Carmen. Lors de sa première séance, le garçon avait dessiné 3 personnages se tenant la main. Ma famille, avait-il écrit en lettres irrégulières. Carmen regarda le dessin avec un cœur partagé. L'école d'Oaxaca représentait un rêve professionnel, appliquer sa méthode aux enfants qui en avaient vraiment besoin, être proche de sa famille, vivre sans la pression constante de devoir prouver sa valeur. Mais cela signifiait quitter la nouvelle famille qu'il avait trouvée. La tension dans le manoir est devenue insupportable lorsque Matteo n'est pas revenu dans le délai promis. Le 3e jour, Carmen reçut un bref message. Fais-moi confiance. J'ai besoin d'un jour de plus. C'est Doña Elena qui a finalement rompu le silence pendant le dîner. Matteo a appelé, annonça-t-elle tandis que Doña Pilar servait la soupe. Apparemment, il termine une affaire importante et veut que nous nous rencontrions tous au studio demain, y compris les parents de Sofia. Carmen sentit un frisson. Pourquoi Matteo voudrait-il réunir toute la famille? A-t-il dit autre chose? Demanda-t-il en essayant de rester calme. Seulement que c'était important, répondit Doña Elena avec une expression indéchiffrable. Cette nuit-là, Carmen n'arrivait pas à dormir. 1000 scénarios lui traversèrent l'esprit, chacun plus terrifiant que le précédent. Et si Matteo avait décidé de la renvoyer pour le bien de Lucas, et si sa mystérieuse absence était pour préparer une sortie digne, comme le suggéraient les Herrera. Alors que le soleil se levait, il prit une décision. Il a emballé l'essentiel dans une petite valise et a écrit 2 lettres. Une pour Lucas, expliquant qu'elle l'aimerait toujours, et une autre pour Matteo, révélant ses sentiments et l'offre d'emploi à Oaxaca. Ce n'était pas un adieu définitif, mais plutôt un retour en arrière pour permettre à chacun de réfléchir clairement, loin de la pression sociale et familiale. Il a laissé les lettres sur son lit parfaitement fait et a appelé un taxi. Le cœur brisé mais la conscience tranquille, Carmen quitta le manoir Herrera à l'aube. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est de trouver Matteo à l'entrée, sortant de sa voiture, juste au moment où elle partait avec sa valise. Ils se regardèrent en silence, surpris. Lui, l'air fatigué mais déterminé. Elle, les yeux rougis à force de retenir ses larmes.
Tu partais, dit-il. Ce n'était pas une question. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, a-t-elle répondu. J'ai laissé quelques lettres explicatives. Je ne veux pas de lettres, interrompit Matteo. Je t'aime, toi et Lucas, construisant quelque chose ensemble. Matteo, ta mère, ton entourage, les parents de Sofia, tout le monde pense que c'est une erreur, et peut-être qu'ils ont raison. À sa grande surprise, Matteo sourit. Il y a 3 jours, j'étais convaincu que mon monde était immobile, a-t-il avoué, qu'il fallait s'adapter sinon ça ne marcherait pas. Je suis allé à Oaxaca à la recherche de réponses. Tu es allé voir ma grand-mère, interrompit Carmen, stupéfaite. Et j'ai trouvé bien plus que des conseils, a-t-il confirmé. J'ai trouvé du courage. Ta grand-mère m'a raconté son histoire avec ton grand-père et m'a fait comprendre que parfois il faut démolir de vieux ponts pour en construire de nouveaux. Carmen laissa tomber sa valise, confuse. Que veux-tu dire? Viens avec moi, demanda-t-il en lui tendant la main. Il y a quelque chose que je dois te montrer. La réunion dans le bureau s'est déroulée exactement comme Doña Elena l'avait annoncé. Tout le monde était présent, elle, les parents de Sofia, Doña Pilar et même Lucas, assis à côté de Carmen avec une expression solennelle. Matteo, debout devant tout le monde, avait l'air nerveux mais déterminé. Je vous ai réunis ici parce que j'ai des annonces importantes à faire, a-t-il commencé. D'abord, j'ai vendu le manoir. Un halètement collectif parcourut la pièce. Doña Elena pâlit. Qu'avez-vous fait? Que? Articula-t-il finalement. Le manoir sera vide dans 1 mois, continua calmement Matteo. J'ai acheté un terrain à mi-chemin entre Mexico et Oaxaca. Nous allons y construire une nouvelle maison, une maison qui ne sera pas chargée de souvenirs douloureux et d'attentes écrasantes. C'est absurde, s'exclame le père de Sofia. Où vivra Lucas? As-tu pensé à lui? Lucas vivra dans une maison pleine d'amour et d'acceptation, répondit Matteo. Rencontrer Carmen, si elle est d'accord, avec Carmen comme membre permanent de notre famille. Carmen retint son souffle tandis que Matteo s'approchait d'elle. La deuxième annonce, continua-t-il en prenant les mains de Carmen dans les siennes, c'est que j'ai créé une fondation. Elle se concentrera sur la mise en œuvre de méthodes alternatives pour les enfants ayant des problèmes émotionnels, en utilisant l'approche que Carmen a développée avec Lucas. Je veux que tu le réalises si c'est ce que tu veux. Les larmes coulaient librement sur les joues de Carmen. Tu es sûr de ça? Chuchotait. C'est toute ta vie. Toute ma vie est ici, répondit-il en la regardant dans les yeux. Avec Lucas et toi. Le reste ne sont que des choses, des directions, des apparences. Doña Elena, remise de son choc initial, se leva. Matteo, c'est fou. Vous laissez les émotions obscurcir votre jugement. Le manoir Herrera appartient à notre famille depuis des générations. Ton père, mon père, a vécu selon les attentes des autres et est mort sans vraiment connaître son fils. Matteo l'interrompit fermement, mais sans rancune. Je ne ferai pas la même erreur. Lucas mérite de grandir dans un foyer où l'amour compte plus que les apparences. Et je mérite d'avoir la chance d'être heureux, même si cela signifie te décevoir. Pour la première fois de sa vie, Doña Elena était sans voix. Les parents de Sofia échangèrent des regards gênés. Si vous voulez bien nous excuser, conclut Matteo en prenant les mains de Carmen et de Lucas, nous devons parler en famille. Dans le jardin, sous le jacaranda qui avait été témoin de leur premier baiser, Matteo, Carmen et Lucas étaient assis en cercle. Est-ce qu'on va vivre ailleurs? Demanda Lucas, étonnamment calme à cette idée. Oui, champion, répondit Matteo, dans un endroit avec beaucoup d'espace pour jouer, près des montagnes comme celles que nous avons vues à Oaxaca. Souhaitez-vous? Le garçon hocha la tête avec enthousiasme, mais regarda ensuite Carmen avec inquiétude. Tu viens aussi? Carmen regarda Matteo, qui attendait visiblement nerveusement sa réponse. Cela dépend, répondit-elle avec un petit sourire. Ton père ne m'a pas encore officiellement demandé. Matteo laissa échapper un rire nerveux.
Puis, tout naturellement, il s'agenouilla devant elle. Carmen Fuentes, feriez-vous à Lucas et moi l'extraordinaire honneur de faire partie de notre famille? Pas seulement en tant que nounou ou petite amie, mais en tant que partenaire, épouse, mère, tout ce que vous voulez être. Quelle grand-mère, ajouta Lucas innocemment, les faisant tous les deux rire à travers leurs larmes. Oui, répondit Carmen, simplement oui à tout. Alors qu'ils s'étreignaient tous les trois, formant un cercle parfait sous les fleurs violettes du jacaranda, Carmen savait qu'ils avaient trouvé leur propre chemin. Ce ne serait pas facile, il y aurait des obstacles et des moments difficiles, mais ensemble, ils construiraient ce pont entre deux mondes, jour après jour, avec patience et amour. Et tout a commencé avec ces mots qu'il a osé prononcer il y a des mois. Monsieur, votre fils n'est pas autiste, il a juste besoin d'amour. Carmen fixait la porte de son petit appartement, incapable de croire ce qu'elle voyait dans ses yeux. Elle était revenue vaincue après s'être rendue au manoir Herrera et l'avoir trouvé pratiquement vide, avec des meubles recouverts de draps et des employés emballant les dernières de ses affaires. Convaincue que Matteo était parti sans dire au revoir, elle était arrivée dans son ancienne maison pour y trouver les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde qui l'attendaient avec des fleurs sauvages et la vieille guitare de son grand-père, désormais restaurée. Comment sont-ils arrivés ici? Balbutia-t-elle tandis que Lucas courait pour la serrer dans ses bras. Nous avons demandé votre adresse à Doña Pilar, expliqua Matteo avec un sourire nerveux. Nous t'attendons depuis des heures. Nous avons presque abandonné. Carmen ouvrit la porte avec des mains tremblantes, consciente de l'humilité de son espace comparé à l'opulence à laquelle ils étaient habitués. Un canapé usé, une petite table, des murs décorés de photographies de famille et de textiles d'Oaxaca. C'était tout ce que j'avais. Ce n'est pas grand-chose, mais commença-t-il à s'excuser. C'est parfait, interrompit Matteo en regardant les photos avec un intérêt sincère. C'est ta maison. Lucas courut immédiatement vers un tapis tissé coloré qui recouvrait une partie du sol. Comme la maison de grand-mère Esperanza, s'exclama-t-il avec enthousiasme. Carmen les a invités à s'asseoir pendant qu'elle préparait de la limonade dans sa petite cuisine. Elle se sentait étrangement vulnérable, comme si cette version d'elle-même, la Carmen d'avant les Herrera, leur était désormais exposée. Désolé d'être parti comme ça, dit-il finalement, assis en face de Matteo. Quand j'ai vu le manoir vide, j'ai pensé que tu pensais que j'étais parti sans toi, a-t-il ajouté. Je suis désolé. J'aurais dû t'expliquer les plans de déménagement à l'avance, mais je voulais que ce soit une surprise. Matteo sortit de sa poche un ensemble de plans architecturaux. Le terrain que j'ai acheté se trouve à Atlixco, Puebla, expliqua-t-il en étalant les documents sur la table, à 2 heures de la ville et à 3 heures d'Oaxaca. Il offre une vue sur les volcans et une petite rivière traverse la propriété. Les yeux de Carmen s'écarquillèrent d'étonnement alors qu'elle examinait les plans. C'est beau, mais Matteo, c'est énorme. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'espace. Matteo sourit visiblement excité. Ce n'est pas seulement une maison, a-t-il expliqué. La moitié de la propriété sera le premier centre de la Fondation Herrera Fuentes, un lieu où des enfants comme Lucas pourront recevoir des thérapies alternatives basées sur votre méthode. Carmen sentit les larmes lui monter aux yeux. Êtes-vous sérieux? Une fondation à mon nom. Avec nos noms, corrigea-t-il. Nous serons partenaires en tout, Carmen. La maison, les fondations, l'éducation de Lucas, la vie. Alors qu'il parlait, Lucas découvrit un petit hôtel avec des photos des parents de Carmen, décoré de fleurs en papier et de petits souvenirs. Qui sont-ils? Demanda-t-il innocemment. Carmen s'approcha et s'agenouilla à côté de lui. Ce sont mes parents, expliqua-t-il d'une voix douce. Ils sont au paradis comme ta mère. Lucas regarda les photos avec curiosité. Ils veillent sur toi depuis les étoiles, comme ma mère veille sur moi. Exactement comme ça, répondit Carmen, émue par la sensibilité du petit. Matteo les rejoignit devant l'hôtel, plaçant un bras autour de Carmen. Nous leur réserverons une place spéciale dans notre nouvelle maison, a-t-il promis. Et pour Sofia aussi.
Tous les trois feront partie de notre famille. La sonnette a interrompu le moment émotionnel. Carmen ouvrit la porte et trouva sa grand-mère Esperanza et sa sœur Daniela, accompagnées d'un chauffeur portant leurs valises. Surprise, s'exclama Daniela en serrant fort sa sœur dans ses bras. Votre petit ami millionnaire nous a fait venir dans un SUV super luxueux. Tous les habitants de la ville sont sortis pour voir. Carmen regarda Matteo, qui sourit timidement. J'ai pensé que vous voudriez peut-être partager ce moment avec votre famille, a expliqué Doña Esperanza. Je connaissais déjà les plans. Il m'a aidé à tout organiser. Saviez-vous? Demanda Carmen à sa grand-mère, qui entra dans le petit appartement avec dignité. Bien sûr que je le savais, répondit la vieille femme avec un sourire malicieux. Pourquoi penses-tu que je l'ai laissé dormir sur mon canapé pendant 2 nuits? Nous devions nous assurer que ses intentions étaient sérieuses. Tout le monde riait tandis que le petit appartement se remplissait de vie et de conversation. Lucas et Daniela se sont immédiatement entendus, tandis que Doña Esperanza inspectait les plans avec un œil critique. La cuisine doit être plus grande, a-t-il déclaré. Et ils ont besoin d'un four traditionnel dans la cour pour faire des tléudas. À la surprise de Carmen, Matteo a pris note avec diligence de chaque suggestion. La cloche a sonné à nouveau. Cette fois, Carmen ouvrit la porte et trouva Doña Elena, élégamment vêtue, mais visiblement mal à l'aise dans ce quadrable. Un silence tendu remplit la pièce. Matteo se leva et se plaça de manière protectrice à côté de Carmen. Mère, je ne m'attendais pas à te voir ici. Doña Elena prit une profonde inspiration avant de parler. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, Matteo, a-t-il précisé. Je veux juste vous parler à tous les deux. La tension était palpable lorsque Doña Elena est entrée dans l'appartement. Son regard scruta l'espace modeste sans le mépris auquel Carmen s'attendait, mais avec une attention curieuse. Doña Esperanza se leva pour la saluer. Alors vous êtes la célèbre Doña Elena, dit-elle naturellement. Le café est chaud si vous aimez une tasse. À la surprise générale, les deux femmes âgées se regardèrent avec un respect prudent, comme deux généraux évaluant leurs troupes respectives. Ce serait un plaisir, répondit Doña Elena en suivant la grand-mère de Carmen dans la cuisine. Tandis que les grand-mères conversaient à voix basse, Matteo et Carmen échangèrent des regards incrédules. Que se passe-t-il? Murmura Carmen. Je n'en ai aucune idée, répondit Matteo, mais elle est civile, alors prenons cela comme un bon signe. Finalement, Doña Elena est revenue au salon avec une tasse de café à la main. Matteo, Carmen, je réfléchis depuis notre dernière conversation, commença-t-il. Cela n'a pas été facile. Il avait une vision très claire de la façon dont les choses devraient se passer. Il s'arrêta, comme s'il cherchait les mots justes. Quand nous avons perdu Sofia, j'ai aussi perdu une partie de mon fils, a-t-il poursuivi. Tu t'es enfermé, Matteo, tu t'es éloigné de tout le monde, même de Lucas, et j'ai laissé cela se produire parce que je ne savais pas comment t'aider. Carmen remarqua à quel point la femme élégante luttait pour garder son sang-froid. Puis Carmen est arrivée et continua Doña Elena et soudain mon petit-fils parlait en riant. Mon fils rentrait tôt du travail. Le manoir qui était mort depuis des années est revenu à la vie. Il regarda directement Carmen. J'ai résisté parce que j'avais peur. La peur que ce changement signifie perdre le peu qu'il me restait de Sofia, de notre vie d'avant. Doña Elena, commença Carmen, mais la femme leva la main pour l'arrêter. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est merci. Merci de m'avoir rendu ma famille, même si j'ai été si difficile. Elle sortit une élégante enveloppe de son sac et la tendit à Matteo. Ce sont les plans originaux de la maison de campagne que votre père a construite avant de mourir, a-t-il expliqué. Nous ne l'avons jamais utilisé car il est décédé avant de l'avoir terminé. C'est dans les montagnes de Puebla, non loin du terrain que vous avez acheté. Peut-être pourriez-vous en intégrer une partie dans votre nouvelle maison. Matteo, visiblement ému, serra sa mère dans ses bras pour la première fois depuis des années. Carmen regardait la scène avec les larmes aux yeux,
consciente qu'elle assistait à un petit miracle. « J'ai quelque chose pour toi aussi, dit Doña Elena en se tournant vers Carmen. Si vous me le permettez. Il lui tendit une petite boîte en velours. En l'ouvrant, Carmen trouva une délicate broche papillon en argent. C'était celui de ma grand-mère, explique Doña Elena. Il est transmis de mère en fille depuis des générations. J'aimerais que tu l'aies comme symbole que je t'accepte dans notre famille. Le geste, aussi inattendu que significatif, a laissé Carmen sans voix. Elle ne pouvait qu'acquiescer tandis que les larmes coulaient librement sur ses joues. Doña Esperanza, qui avait observé toute la scène en silence, s'est approchée et a posé une main sur l'épaule de Doña Elena. Les ponts se construisent des deux côtés, a-t-il dit avec sagesse. Aujourd'hui, il a fait le premier pas. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. La conception de la nouvelle maison a progressé, intégrant des éléments des deux cultures, avec des espaces spacieux et modernes comme ceux que Matteo appréciait, combinés avec des patios intérieurs et des espaces communs dans le style oaxaquéen que Carmen adorait. La nouvelle de leur fiançailles a fuité dans la presse, provoquant un certain émoi dans les cercles sociaux. Le millionnaire Herrera épouse la nounou de son fils, proclamait les gros titres sensationnalistes. Mais pour chaque commentaire malveillant, 10 témoignages de soutien ont émergé de personnes qui considéraient leur relation comme une véritable histoire d'amour. Un après-midi, alors qu'elle examinait l'avancement des travaux, Carmen reçut un appel inattendu. C'était Mariana Soli, l'une des anciennes thérapeutes de Lucas. « Carmen, j'ai suivi votre histoire aux informations », commença la femme. « Et je veux m'excuser. Vous aviez raison à propos de Lucas, à propos de son diagnostic, à propos de ce dont il avait vraiment besoin. »« Merci, Mariana, » répondit Carmen, surprise par l'appel. « Cela signifie beaucoup pour moi. En fait, je vous appelle pour autre chose, » a poursuivi le thérapeute. « J'aimerais beaucoup apprendre votre méthode. J'ai vu le changement chez Lucas. C'est extraordinaire. Cette conversation a été la graine de quelque chose de plus grand. Bientôt, d'autres professionnels ont commencé à les contacter, intéressés par l'approche qui avait transformé la vie de Lucas Herrera. La fondation, qui semblait au départ être un rêve lointain, commençait à prendre forme concrète avant même de disposer d'installations physiques. La première séance d'entraînement a eu lieu, ironiquement, dans la cour de la maison de Doña Esperanza à Oaxaca. Une douzaine de thérapeutes, psychologues et éducateurs étaient assis en cercle sous le vieux goyavier tandis que Carmen expliquait sa philosophie. Les enfants n'ont pas besoin de plus d'étiquettes, ils ont besoin de plus de connexion. Matteo regardait fièrement depuis un coin avec Lucas endormi sur ses genoux, après avoir joué tout l'après-midi avec les enfants de la ville. Un dimanche matin, un mois seulement avant le mariage, Matteo, Carmen et Lucas ont visité le terrain où leur nouvelle maison était en construction. La structure principale était déjà érigée et les ouvriers avaient laissé le site vacant afin que la famille puisse le visiter en privé. « Ce sera ta chambre », expliqua Matteo à Lucas en désignant un grand espace avec des fenêtres donnant sur le jardin. « Tu peux le peindre de la couleur que tu veux, bleu comme le ciel », décida immédiatement le garçon, en courant pour explorer le reste de la maison. Carmen et Matteo furent laissés seuls dans ce qui serait la pièce principale. À travers les grandes fenêtres, ils pouvaient voir les volcans au loin, majestueux sous le soleil de l'après-midi. « Êtes-vous heureux ?» demanda Matteo en la serrant dans ses bras par derrière. Carmen se tourna pour le regarder dans les yeux. « Plus que ce que j'aurais pu imaginer possible, » répondit-il honnêtement. « Parfois, j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. »« Ce n'est pas un rêve, » lui assura-t-il en l'embrassant doucement. « C'est notre avenir. » Ils étaient assis sur le sol en béton brut, dessinant leur rêve pour chaque coin de la maison avec un bâton. Ici une bibliothèque, là un studio de musique pour Lucas, plus loin un atelier pour que Carmen puisse enseigner les techniques de tissage d'Oaxaca aux femmes locales. Et ici, dit Matteo en désignant un espace à côté de l'arrière-cour, peut-être un jour une chambre pour un petit frère ou une petite sœur pour Lucas. Carmen sourit, se blottissant contre sa poitrine tandis qu'il regardait Lucas courir librement dans ce qui serait sa nouvelle maison, chassant les papillons et riant avec abandon.
Un monde entier s'ouvrait devant eux, construit sur ces mots courageux que Carmen avait prononcés des mois auparavant. Des mots qui ont transformé non seulement la vie d'un garçon solitaire, mais aussi celle d'un homme qui avait oublié comment aimer et celle d'une femme qui avait trouvé son véritable but. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les volcans, teintant le ciel d'orange et de violet, ils étaient tous les trois assis sur le porche inachevé. Lucas, avec la guitare restaurée de son arrière-grand-père, essayait maladroitement de jouer les notes que Carmen lui avait apprises. Matteo fredonnait la mélodie, sa voix grave se mêlant au rire de Carmen lorsque Lucas manquait une note. Et là, dans ce moment simple et parfait, Carmen savait avec certitude qu'ils avaient trouvé leur véritable foyer, non pas dans les murs qu'ils construisaient, mais dans les cœurs qu'ils avaient appris à ouvrir à nouveau. Une année s'était écoulée depuis cet après-midi sur le terrain vague. Le printemps a recouvert les jardins de la nouvelle maison de fleurs multicolores et les invités ont commencé à arriver pour la cérémonie. Sous une arche de jacaranda en fleurs, des chaises blanches formaient une allée naturelle vers un autel simple, décoré de rubans et de fleurs sauvages. La maison, désormais terminée, était un mélange harmonieux d'univers, des lignes contemporaines respectueuses de l'environnement naturel, des matériaux locaux associés à la technologie moderne et des espaces spacieux et lumineux qui invitaient à la fois à la réflexion privée et aux réunions de famille. Dans l'une des pièces, Carmen contemplait son reflet dans le miroir, tandis que sa sœur Daniela, radieuse dans sa robe couleur pêche, ajustait le voile sur ses cheveux, qui étaient attachés avec des fleurs naturelles. « Tu es magnifique », a déclaré Daniela, désormais une étudiante confiante. Maman et papa seraient si fiers. La robe de mariée était un chef-d'œuvre de fusion culturelle, un design moderne et élégant, mais avec des détails de broderie d'Oaxaca, réalisés par les mains expertes de Doña Esperanza et d'autres artisans de la ville. Dans une autre pièce, Matteo ajustait nerveusement sa guayabra blanche, tandis que Lucas, impeccable dans son petit costume, pratiquait soigneusement son rôle de porteur d'alliance. « Tu penses que Carmen aimera la surprise ?» demanda le garçon, maintenant âgé de 6 ans et plein de confiance. « Il va adorer », assura Matteo en ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. « Tu as beaucoup pratiqué. » À l'extérieur, le jardin avait été transformé. Des invités venus de deux mondes apparemment opposés discutaient avec animation. Les dirigeants des Guayabras ont partagé du mezcal avec des artisans d'Oaxaca. Les sociologues ont discuté des techniques ancestrales avec les grands-mères tisserandes. Les enfants couraient entre les tables, sans se soucier des différences sociales que leurs parents considéraient autrefois comme insurmontables. Dans un coin du jardin, Doña Elena et Doña Esperanza, devenus des alliés improbables, supervisaient les derniers détails de la cérémonie. L'élégante matriarche Herrera avait abandonné ses costumes sur mesure pour une robe plus décontractée, tandis que la grand-mère d'Oaxaca portait un huipil spécialement confectionné pour l'occasion. Qui aurait imaginé cela il y a un an? Doña Elena a commenté, en regardant ces deux mondes s'entremêler harmonieusement. L'amour trouve toujours un chemin, répondit sagement Doña Esperanza. Parfois, il a besoin d'un petit coup de pouce, mais il le trouve toujours. La musique a commencé à jouer, un mélange d'instruments à cordes classiques et d'instruments traditionnels d'Oaxaca. Les invités prirent place tandis que Matteo attendait nerveusement sous l'arche de jacaranda, accompagné de son meilleur ami comme témoin. Lucas apparut le premier, marchant solennellement avec le coussin où reposaient les bagues. À mi-chemin, à la surprise des invités, il s'arrêta, sortit une petite flûte de sa poche et joua une mélodie simple mais parfaitement exécutée. C'était la chanson que Carmen lui avait apprise pendant ses premières semaines ensemble, quand personne ne croyait que l'enfant silencieux pouvait communiquer. Il n'y eut pas un œil sec lorsque Carmen apparut au bout du couloir, bras dessus bras dessous avec l'oncle qui avait pris la place de son père. Son visage brillait d'un bonheur serein alors qu'elle marchait vers Matteo, qui la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. La cérémonie fut brève, mais émouvante. Ils ont échangé des vœux écrits par eux-mêmes, des promesses sincères de construire ensemble un chemin qui honorerait les deux mondes. Lorsque le juge les a déclarés mari et femme, Lucas a été le premier à applaudir, sautant de joie tandis que les invités se joignaient à la célébration. La fête a duré jusqu'à la tombée de la nuit. Il y avait des danses traditionnelles d'Oaxaca ainsi que de la musique contemporaine.
La cuisine combinait des plats gastronomiques avec des recettes traditionnelles préparées par Doña Esperanza. Les enfants de la communauté, dont beaucoup sont bénéficiaires de la Fondation Herrera Fuentes récemment inaugurée, ont présenté une courte pièce de théâtre mise en scène par Carmen. À la tombée de la nuit, Mateo et Carmen ont réussi à échapper à la célébration pendant quelques minutes. Ils marchèrent main dans la main jusqu'à leur coin préféré du jardin, sous le même jacaranda que Mateo avait insisté pour transplanter du vieux manoir. « J'ai un cadeau pour toi », dit Mateo en lui tendant une enveloppe. Carmen l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur, il a trouvé des documents officiels. Le centre de la fondation à Oaxaca était terminé et prêt à ouvrir. Il s'appellera le Centre de développement infantile Esperanza et Sofia, a expliqué Mateo avec enthousiasme, en hommage aux 2 femmes qui les ont guidés jusqu'ici. Carmen le serra fort dans ses bras, trop excité pour parler. « C'est parfait », réussit-il finalement à dire, « tout est parfait ». Ils s'embrassèrent sous les étoiles, conscients du long chemin parcouru depuis le jour où Carmen avait osé dire la vérité, son fils n'était pas autiste, il avait juste besoin d'amour. De retour à la fête, ils trouvèrent Lucas au centre d'un cercle d'enfants, guitare à la main, leur apprenant la chanson que sa mère Sofia lui chantait, d'après ce que son père lui avait dit. Une mélodie qui avait été perdue pendant des années de silence et de mauvais diagnostics, mais qui maintenant, comme l'amour lui-même, avait été redécouverte. Alors qu'ils regardaient leur fils partager musique et rire, Carmen et Mateo échangèrent un regard de profonde complicité. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils savaient tous les deux. Ils n'avaient pas seulement construit une maison ou des fondations, mais un véritable foyer. Un espace où l'amour guérissait les blessures, brisait les barrières et créait des ponts entre des mondes qui ne semblaient lointains que parce que personne n'avait osé les unir auparavant.